Le festival Lecture en tête à Laval se poursuit, l'occasion d'explorer des auteurs et des horizons variés, faire avec soi, suivre son chemin, tel est le thème de la rencontre littéraire qui nous occupe maintenant. Nous sommes en compagnie de Fatima Das pour la petite dernière, bonjour. Bonjour. Également avec nous Gildas Guyot pour le goût de la viande, Bonjour. bonjour également. Vinka van Eck, des kilomètres à la ronde. Elle est un peu loin de moi, mais je la vois. Et puis Bonjour. Salomé Berlemont-Gilles, le premier qui tombera. Alors c'est vrai que vous évoquez des personnalités à l'itinéraire varié, à l'itinéraire pluriel. On pourrait se demander en vous lisant si, comme dit Baudelaire, je est un autre, ou si, comme un philosophe nommé Emmanuel Lévinas dirait, l'autre est en moi. Voire même, pourquoi pas, se référer à un visage biblique. Ce visage biblique se traduit sous la forme d'un mot qui s'appelle panim. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est au pluriel. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais le même visage. Et vos personnages, finalement, au fur et à mesure qu'on les rencontre, eh bien, on s'aperçoit qu'ils vont changer de visage, qu'ils vont changer de dimension. Alors précisément, Fatima, on va commencer avec vous. Vous nous transportez dans l'univers d'une jeune fille et elle va peut-être convoquer des choses qui paraissent extraordinaires, c'est-à-dire en dehors de l'ordinaire. C'est vouloir croire en Dieu. Jusque-là, on se dit, bon, normal, tranquille, et en même temps revendiquer son amour pour les femmes. Est-ce que vous aviez conscience qu'en abordant ce thème, vous saviez par avance que vous alliez interpeller le lecteur? Parce que d'en faire avec soi, on se dit, bon, j'ai des problèmes existentiels. Là, vous mélangez, enfin en tout cas, vous confondez l'au-delà, le spirituel, le sacré, et quelque chose qui tient de l'ordre de l'être humain. On est comme on est. Très bonne question. Ah bon, bah c'est On bien, on a bien commence fort. commencé. Je crois qu'au départ, c'était d'abord pour moi important d'évoquer l'itinéraire d'un personnage dans sa croyance, en fait. Qu'est-ce que c'est de croire? Qu'est-ce que c'est que d'avoir cet héritage religieux dans cette famille-là? Et qu'est-ce qu'on en fait de cet héritage? Est-ce que ce personnage-là croit vraiment? Ou est-ce qu'elle a envie de croire parce que tout le monde croit? Donc on comprend petit à petit que c'est cette croyance qui la porte finalement, qu'elle aime ce Dieu-là, qu'elle essaye de comprendre qui elle est et ce qu'elle a envie vraiment d'être. Donc il y a d'abord ça, et ensuite il y a comment trouver sa place dans cette religion euh, qui parfois euh, nous met un peu dans l'embarras, pour le dire comme ça. Et, euh, Et donc, ce personnage-là essaye d'accepter ces différentes identités. Et je pense qu'à la fin de ce roman, justement, il y a plus rien d'extraordinaire. C'est plus extraordinaire d'être musulmane et homosexuelle, en fait. Bah, je trouve qu'il y a bon, on y reviendra, ce qu'il y a d'extraordinaire dans le roman, et chacun de vos livres, bien sûr, porte cette dimension d'extraordinaire, c'est qu'on peut encore, après avoir fermé votre livre, Fatima, vous poser cette question qu'on pose rarement dans les festivals littéraires: est-ce que vous avez prié pour écrire? C'est-à-dire invoquer une inspiration divine pour raconter quelque chose d'humain. Alors peut-être que vous avez prié avant d'écrire, ça vous arrive de prier avant d'écrire ou pas? Bah, comme les prières, il y en a 5 dans la journée, donc oui, ça a pu m'arriver. Pas spécialement pour invoquer Dieu à ce moment-là, mais oui, bien sûr. Comme ça participe à un rituel. Et ouais. Vous voyez, ben, c'est des questions que, dans cette magie de faire avec soi, c'est des questions qu'on n'a pas l'occasion souvent de poser. Autre horizon avec vous, Salomé Berlemont-Gilles. Dans le premier qui tombera, vous nous racontez un... Alors bien sûr, on pourrait mettre le mot déclassement, mais il y a quelque chose d'autre, parce que le déclassement, en général, c'est dans un même pays, dans une même situation, un tel perd son emploi et puis va se retrouver avec une condition moindre. Là, vous nous faites partir de Guinée avec une famille organisée, ce chirurgien. Votre héros, Amadi, c'est des gens qui ont les moyens. Il va arriver en France et il va y avoir plus qu'un déclassement, un dérèglement. Et c'est cette trajectoire incroyable que vous nous racontez, incroyable parce qu'on ne peut pas imaginer, quand on voit l'enfance de Hamadi, votre héros au départ, qu'il va subir tout ce qui va lui arriver. Ce déclassement justement que vous racontez, puisqu'on est dans le thème faire avec soi, vous teniez absolument
qu'il existe aussi avec des frontières, parce que vous auriez pu très bien raconter l'histoire d'un personnage qui ne change pas de lieu, mais qui subit, j'allais dire entre guillemets simplement une crise économique, une crise sociale, et il est déclassé. Est-ce que le fait de changer de pays, donc de changer de monde, c'était une dimension supplémentaire que vous vouliez mettre dans cette histoire de déclassement? En fait, je l'ai pris peut-être dans l'autre sens. Moi, je voulais parler d'un exil, je voulais parler d'immigration, mais je voulais parler d'immigration d'une manière un peu différente que, que celle avec laquelle on parle en général. J'avais pas envie de dire et d'avoir donc une famille très pauvre part pour des raisons économiques et vient s'installer en France. J'avais vraiment envie qu'on puisse se dire, qu'on puisse se décentrer de la condition sociale pour vraiment avoir la condition humaine. Et moi, ce que je voulais faire avec cette histoire, et c'est pour ça qu'il y a l'exil et c'est pour ça qu'il y a partir, c'est de se dire, finalement, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas d'immigration comme des circonstances qui changent? Cette famille, en fait, elle vit en Guinée, elle vit très très bien, les circonstances changent et ils doivent partir. Pour moi, ce travail, il a été fait pour que le lecteur ait cette capacité à s'identifier et à se dire, ça peut m'arriver à moi. Et c'est beaucoup plus simple, en fait, quand il y a cette proximité et quand on parlait du déclassement. Et après, moi, je voulais aussi aborder beaucoup de thèmes d'identité, les thèmes du métissage, les thèmes de l'unité, les thèmes de partir d'un pays où on n'est pas accepté, comme on est pour arriver dans un pays qui t'acceptera jamais comme tu es non plus. Et en fait, c'était ces limbes, en fait, c'était cet impossible départ et cette impossible arrivée que je voulais raconter. Et ça, tu l'as pas quand tu parles d'un déclassement qui est au sein du même pays. Je voulais parler de race, je voulais parler de racisme, je voulais parler de toutes ces problématiques qui sont importantes en fait. Avec un élément important qui effectivement peut-être n'existe pas dans le récit d'un déclassement classique, c'est que la famille de vos héros, elle est issue d'une ethnie, les Peuls, c'est ça? Donc qui par essence porte en elle quelque chose de majestueux. On peut le dire comme ça. Enfin, en tout cas, c'est pas un hasard, puisque vous êtes la compositrice du roman, d'avoir choisi cette origine avec ces précisions. C'est pas un hasard et en plus, encore une fois, il y avait un truc très 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 intéressant dans l'identité Peul qui était qu'à l'époque, quand il y a eu cette diaspora, on le reprochait notamment de ne pas être des vrais hommes noirs, de pas être et en fait, c'était cette espèce d'ironie du sort absolument horrible où tu pars d'un pays où tu n'es pas assez noir pour arriver à un pays où tu le seras toujours trop. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi ça. J'ai choisi ça aussi parce que en fait, c'était cette partie, le pays d'origine. En fait, au début, je l'avais pas écrit. J'avais pas donné d'origine. Donc on ne savait pas d'où il venait au On départ. savait pas d'où il venait, et c'était pas quelque chose qui était si important pour moi. Après, c'est vrai qu'en termes de compréhension du récit, c'est devenu important. Je pense que ça n'ajoutait rien qu'on ne sache pas d'où il venait. Mais en fait, ça, pour le coup, c'est un petit détail qui est juste le vrai pays d'origine d'une des personnes, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont inspiré le récit. Alors, dans ces inspirations croisées, dans ce faire avec soi, vous, Gildas Guyot, avec le goût de la viande, évidemment, vous l'aurez compris, je passerai mon temps à dire qu'on change d'horizon, mais c'est vrai, tous les romans ne se passent pas au même endroit. On est dans cette horrible Première Guerre mondiale et on va suivre votre personnage Hyacinthe, qui va prendre conscience de ce qu'il est vraiment, et il va devoir vivre avec ce qu'il découvre de lui-même dans l'atrocité de la guerre. Mais si vous avez choisi de nous transporter dans cette époque, on pourrait dire que ça recouvre une part d'autobiographie, parce que vous avez, si j'ai bien compris, vous avez grandi dans une région qui a été marquée du sceau de cette Première Guerre mondiale. Oui, mais j'ai pas fait la guerre quand même. Non, bon, on s'en doutait, mais il reste les séquelles de la guerre. Oui, c'est-à-dire que cette région est très marquée par ce conflit-là. Moi, j'ai fait toute mon enfance. Vous étiez du côté de Bar-le-Duc. Ouais, du Bar-le-Duc, ouais, donc qui était la base arrière de Verdun au moment de la guerre. Et j'ai baigné là-dedans pendant toute mon enfance, en fait, jusqu'à ma préadolescence, au moment où je suis parti de Meuse à ce moment-là. Et en fait, j'ai baigné tellement là-dedans qu'en fait, je trouvais une espèce de. Ce qui est dramatique, en fait, quand on est un petit garçon et qu'on vit là-bas, c'est que on est tellement immergé dans cette histoire qu'en fait on en tire une espèce de fierté. En fait, quand j'ai déménagé, je me suis rendu compte que j'étais fier d'être meusien parce qu'il y avait eu Verdun. Alors c'est assez horrible. Presque, oui, pour une raison complètement détestable. Oui, c'est ça, c'est assez détestable. C'est-à-dire que le conflit donnait ça donnait un tel relief à cette région qui au final était un petit peu enfin qui est toujours d'ailleurs un petit peu en perdition. En déshérence, oui, en Ouais, perdition, voilà. oui. C'était le seul truc qui restait dans l'identité de cette région. Et moi, j'avais pris cette identité pour moi, en fait, alors que j'étais complètement en décalage par rapport à l'époque. Et donc, c'était ce qui me semblait,
me faire exister dans la région dans laquelle j'arrivais, quoi. Donc je suis resté très attaché à ces racines à cause de cette histoire-là. Et c'est certainement là où vous voyez une part d'autobiographie dans cette histoire. Et il y a un élément important aussi, c'est que, je ne sais pas si c'est, on peut dire, de l'autofiction inversée, mais vous, par métier, par nature, vous n'êtes pas dans les mots, vous êtes dans les images, hein, c'est Oui. ça, puisque vous traduisez en images des concepts. Et là, vous avez fait une démarche inverse, c'est-à-dire les images que vous aviez de cette guerre, même si on a bien compris, avec votre jeune âge, que nous n'avons pas un poilu sur le plateau, eh ben, vous l'avez traduit en mots. Il y a presque une démarche inverse, non, par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. Alors je ne sais pas si la démarche est volontaire en tout cas, mais effectivement c'est quelque chose qu'on me rappelle souvent en fait. Il y a quelque chose de très visuel dans ce que j'ai écrit et qui participe au fait que les gens se plongent assez facilement dans les images, alors avec plus ou moins de facilité. Ouais, de facilité, d'envie. Mais oui, il y a quelque chose qui vient certainement d'une formation professionnelle dans le cadre de ça, mais c'est absolument pas volontaire de ma part en tout cas. C'est juste, moi j'ai pas de, pour le coup, j'ai pas de formation. De formation littéraire, exactement. Pardon, je suis désolé, je trouve pas mes mots. C'est normal, c'est l'émotion, vous êtes C'est ça, entouré de brillantes personnalités, C'est exactement donc c'est tout à fait logique. Donc j'ai absolument pas de formation, moi j'ai toujours aimé écrire, mais sans avoir vraiment étudié la manière de le faire. Et donc c'est certainement ce que j'ai étudié moi qui m'a permis de le transcrire comme ça, quoi. Alors puisqu'on voyage, on était du côté de Bar-le-Duc, on pourrait aller peut-être dans la campagne bourguignonne, n'est-ce pas, Vinca van Eyck, puisque là, vous nous amenez à être aux côtés d'une adolescente qui va croiser à la faveur des déplacements de l'été cette bande d'ados qui vont grandir. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est que, comme dans tous vos livres, et c'est déjà une force dans se faire avec soi et tous vos livres, on va voyager. C'est-à-dire qu'on va partir d'un point et on va apprendre les transformations de la vie. Et justement, c'est peut-être une question qu'on peut se poser. Alors d'abord, évidemment, est-ce qu'il y a une part de votre jeunesse dans ces errances, des errances extrêmement joyeuses au départ, avec les mobylettes, on sent l'odeur des mobylettes, et puis il y a des prénoms comme Jimmy, mais ça incarne bien l'état d'esprit de gens qui veulent paraître plus héroïques qu'ils ne le sont en vérité. Il y a une part de vous-même. Oui, c'est vraiment une matière autobiographique. Après, avec le travail de l'écriture, évidemment, les choses changent, les personnages aussi, il y a de l'invention, il y a des choses qu'on préfère, qu'on retire au contraire de ce... Mais oui, la matière est vraiment autobiographique. Oui. Et donc, vous partez de cette autobiographie, vous mettez en scène votre personnage, et ce qui est assez étonnant, c'est que votre personnage, elle va à tout prix faire partie de cette communauté, de cette bande. Est-ce que vous aviez le sentiment de vouloir aussi nous parler de faire avec soi, c'est aussi la transgression? Parce que cette jeune fille, elle vient ici parce que ses parents ont l'habitude d'y aller, hein, c'est pas par un dessein personnel. Mais les parents, eux, ils sont dans un hyper-conformisme. C'est-à-dire que c'est ça, il y a un total décalage entre ce que voient les parents de la vie d'une adolescente et elle qui est complètement dans une envie de sortir d'une zone de confort. Là, les personnages, on les prend à 14 ans. Je pense que c'est vraiment le moment où justement on entre vraiment dans l'adolescence et on a devant nous toutes ces années où on va chercher qui on est, où on va chercher qui on est pour faire avec nous justement, pour faire ce trajet, enfin décider de nos choix. Et c'est le moment où aussi justement, sans doute, on remet en question notre héritage, ou social, ou religieux, ou culturel, et on a besoin, enfin je crois, d'exploser un peu les codes qu'on a reçus et d'aller vers autre chose pour trouver nos limites, pour trouver de quoi on veut se faire en fait. Et elle, je pense que sans traumatisme particulier, dans un parcours totalement normal d'adolescent, elle va chercher ça chez ceux qu'elle a sous les yeux, c'est cette bande de jeunes qui ne lui ressemblent pas, mais qui lui offrent cette altérité en fait. Et elle, voilà, c'est pour ça qu'elle est fascinée par eux, par leurs différences, par ce qu'elle trouve de liberté en eux qu'elle n'a pas l'impression de trouver dans sa classe, qui la détermine déjà à des études, etc. Et voilà, oui. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, vous avez répondu. Tout le monde si. Il y a cette transgression, et ça veut dire que dans les aventures de la jeune fille, vous avez retrouvé des héros que vous admiriez quand vous étiez plus jeune.
cette bande, il y a des héros, c'est des héros que vous avez croisés dans la vraie vie. Oui, De jeunes héros ou de jeunes apprentis héros, bien sûr. ce que elle projette d'héroïsme sur eux. Oui. Parce que dès le départ, elle trouve que ce sont des personnages romanesques. Elle projette sur eux sa façon d'être aussi. Elle a déjà cet ancrage culturel, littéraire. Elle se mêle à cette bande tout en restant assez spectatrice finalement de qui ils sont. Elle les accompagne, mais d'une manière assez spectatrice. Et pour elle, ils peuvent incarner effectivement quelque chose de romanesque, un héros possible, s'ils arrivaient effectivement à tirer parti de cette liberté. Alors, dans cette idée qui nous réunit cet après-midi, il y a faire avec soi et faire aussi avec des règles parfois précises. Et c'est le cas dans votre livre Fatima, la petite dernière, parce que donc, la narratrice se représente régulièrement à nous, comme pour nous resignifier son nom. Et elle dit par exemple je m'appelle Fatima Das, je porte le nom d'un personnage exemplaire en islam, enfant à la maison. Je récite la sourate Al-Fil, l'éléphant. Cette sourate comporte 5 versets. Je vais la réciter à ma mère avec une belle intonation. J'ai répété pendant au moins 2 heures. Ma mère me dit que ça ressemble à la récitation du savant Cher Soudais. Je souris, c'est l'effet que je veux produire. J'aurais voulu être imam, réciter le Coran avec le tajwid, une lecture psalmodiée, guider la prière de groupe, écouter, conseiller, faire des conférences. Et alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle prend conscience de ce qu'elle est vraiment en se projetant dans un univers hyper rigoureux. C'est-à-dire qu'elle découvre sa vocation et c'est la vocation impossible. Comment on fait? Parce qu'il y a des règles hyper rigides dans le système qu'elle veut vivre. Elle ne rêve pas d'être chanteuse ou danseuse. Oui, mais c'est le moment où surtout elle découvre qu'elle a envie d'appartenir à cette communauté-là, qu'elle a cette croyance, qu'elle a cette foi, et qu'elle a envie d'être au plus proche de cette religion, en fait. Et c'est ce qu'elle dit tout au long, c'est ce que ce personnage, en fait, c'est ce que ce roman raconte, c'est-à-dire c'est comment faire pour être à la fois à l'intérieur, donc à l'intérieur de cette famille, tout en étant aussi 36 000 autres choses qui ne correspondent pas à ce qu'on aimerait que l'on soit. Et elle s'applique absolument à tout faire pour donner le changement, en tout cas pour montrer qu'elle est prête à rejoindre la communauté. C'est plus nuancé que ça. C'est-à-dire qu'il y a cette envie de perfection, mais qu'on peut tout à fait avoir dans d'autres domaines aussi, d'être au mieux, de parvenir à sentir que ce que l'on fait marche, ou alors que ça avance. Donc il y a ça, et puis bien sûr il y a cette envie d'être la personne que ses parents désirent aussi. Mais pas seulement par rapport à la religion, je pense que c'est aussi d'être la petite fille gentille, aimable, la bonne élève. Voilà, mais c'est surtout, je pense, réussir à ne pas trahir et à ne pas renoncer. Ne pas choisir entre son orientation sexuelle et sa religion. Et il faut dire aussi, Fatima, que quand elle essaie d'être cette fille ou plus tard, enfin jeune fille, femme appliquée, c'est-à-dire qui obéit aux règles données, elle se trouve parfois confrontée à des choses incroyables, comme à ce moment où elle va réussir une composition, une épreuve d'espagnol. Donc elle en est l'auteur, comme vous êtes auteur de vos livres, mais dans la grille de lecture, c'est bien d'avoir confirmé, du professeur, c'est pas possible, et elle est sanctionnée. C'est-à-dire que comme si des gens qui a priori devraient être ses alliés se font aussi, entre guillemets, l'avocat du diable. Oui, ce passage il est assez particulier, ça raconte ce sentiment de honte en fait. Tout d'un coup, elle a l'impression de réussir quelque chose, mais finalement... On lui retire sa victoire. Voilà, on lui retire sa victoire et elle se sent honteuse en fait, à devoir encore une fois expliquer que c'est elle qui a fait le devoir, que cette note-là, elle l'a méritée, qu'elle n'a pas été aidée, qu'elle pourrait aussi avoir une bonne note, comme d'autres. Il y a une part d'autobiographie.
question à... Je savais que cette question allait arriver. Ah oui, Mais c'était bien écrit sûr à qu'il y a une l'avance. part, je ne sais pas comment on peut se détacher de l'autobiographie en fait. Enfin, je n'appelle pas ça comme ça, mais en tout cas de Oui, l'écriture de soi de ou l'écriture de d'un ce qu'on est moment dans le donné. faire avec soi, oui. Je pense que dans l'écriture, il y a beaucoup de soi, il y a beaucoup des autres, il y a beaucoup de ce qu'on voit, dont on se nourrit de tout, quoi. Donc c'est très difficile de se mettre à distance. Et pour avoir essayé de me mettre à distance dans mon écriture, j'ai jamais réussi à finir quelque chose. Donc je pense que oui, il y a 2 mois, je suis partie d'une base voilà, autobiographique, on peut dire ça comme ça, mais en tout cas d'un besoin, d'une urgence de dire des choses que j'avais fait taire en moi depuis longtemps. Voilà, vous avez vu que Fatima a lancé un sujet sur lequel vous pouvez tous réagir et qui est extrêmement finalement porteur de réponses. Et vous disiez à chaque fois que j'essaie de me mettre à distance de ce que j'écris, bon ben ça va pas jusqu'au bout. Est-ce que vous partagez chacun cette vision de l'écriture? Qui veut répondre, hein? Attention, main sur le buzzer. Moi, je pense que justement, je suis très à l'aise, enfin, je suis plus à l'aise quand j'essaye de mettre à distance. Alors après, mais bien sûr que tu as raison, en fait, t'écris jamais d'ailleurs que de toi. Tous les sentiments que tu vas décrire et toute la matière, toutes les couleurs, toutes les sensations, elles viennent de toi. Enfin, je pense pas que c'est jamais éloigné Oui, de. c'est jamais gratuit, oui. C'est jamais gratuit et enfin, si tu décris un deuil, c'est quelque chose que tu n'as peut-être pas vécu exactement comme ça, mais c'est des composants, c'est des bouts d'émotions que tu réussis à lier entre eux, un peu comme une palette, un peu comme un peintre, à en faire quelque chose qui est cohérent dans ce que tu veux écrire. Et tout ça, en fait, ça passe par toi, c'est ton ressenti, c'est ton corps, c'est ton esprit, c'est ton cœur, tes viscères, et c'est ça. Après, moi, par exemple, je pense qu'une matière très, très autobiographique, et les passages qu'il y a dans les personnages qui est beaucoup plus proche de moi, etc., j'ai toujours ce besoin de les dissimuler le plus possible. Parce qu'en fait, c'est une pudeur, parce qu'en fait, l'acte d'écrire, pour moi, il est déjà extrêmement intime, et c'est toujours, en fait, cette dichotomie et ce paradoxe entre sortir un bout de toi et que ce soit si difficile, et en même temps, tu peux pas le faire sans. Tu peux pas le faire sans cet élan et sans ce bout de toi que tu donnes et qu'après tu maîtrises pas. Et puis après, avec aussi tout ce que tu mets dans ton livre qui vient de toi et que tu vois pas. Moi, ça, c'est un des trucs qui me choque le plus et qui est violent en fait au début. Quand il y a des premiers retours, notamment parfois de gens proches ou alors d'inconnus absolument et qui voient quelque chose d'hyper intime chez toi que parfois tu n'as pas réglé. Et des choses Et ils ont parfois raison, ou parfois tort. ils ont très souvent raison, enfin certains lecteurs. Et parfois, tu te retrouves les larmes aux yeux parce que tu as l'impression d'être totalement nu devant une personne et tu n'étais pas préparé à ça et tu voulais pas. Et tu très une forme de timidité et tu as envie de t'enfuir. Et c'est ça, tu te dis, mais finalement, c'est une connexion comme tu en as très peu. Et comme c'est très difficile d'avoir dans ta vie au jour le jour n'importe quelle personne, mais avec des amis, même dans ta vie amoureuse. Mais en attendant, c'est aussi une énorme violence. C'est aussi... voilà. Oui, puisque finalement, on fait face à soi-même, on fait face aux autres dans le cadre d'un livre, et puis après, ben voilà, il faut assumer aussi ce qu'on écrit, on mesure les conséquences plus tard. Et puis surtout, tu te rends compte que tu as beaucoup moins de contrôle que ce que tu penses. Et je pense que moi, quand j'ai commencé à écrire, tu te dis, bon, bah, je vais écrire ce livre. Tu as un plan. Déjà, ça se passe pas comme ça. Alors moi, dans mon cas, ça s'est pas du tout passé comme ça. Ça a pris 5 ans et 11 versions. Donc pas du tout Oui, passé ça comme ça. n'arrive pas, c'est rassurant pour ceux qui regardent et qui sont en train d'écrire leur premier roman. Ça peut prendre du temps. C'est Voilà. une hypothèse à ne pas exclure. Et puis voilà, on se dit, je veux écrire ce livre. Et en fait, on maîtrise pas. On maîtrise moins. Et même quand on pense que c'est abouti, il y a plein de choses qui t'échappent. Et alors, Gilda, s'il vous a échappé, Hyacinthe, il continue à vous embêter, ce poilu? Moi, il m'a embêté pendant un certain nombre de... Il m'a embêté pendant, et il m'a embêté un peu après par rapport à la vision que les gens pouvaient... Justement, le côté perception du lecteur, et notamment de ses proches, qui nous identifie forcément au héros qu'on a décrit dans le livre. Moi, j'ai eu beaucoup de choses à devoir justifier auprès de ma famille, notamment, parce qu'ils pensaient que c'était... Sur les déviances du personnage. Sur les déviances du personnage, en pensant que c'était les miennes, en fait. Donc, c'est beaucoup plein de bienveillance. Oui, non, mais c'est toujours assez compliqué. Après, quand on explique les choses, ça rentre un peu... Ça met un peu de temps, mais ça rentre dans la normalité des choses. Mais moi, l'écriture, enfin, le thème faire avec soi, c'est pour moi... faire avec mon humanité en fait. C'est pas vis-à-vis des autres, c'est plutôt avec l'espèce. Vous-même et du regard que vous portez sur votre personnage aussi. En fait, ce personnage-là m'a permis,
Et je crois que dans ce que j'écris, c'est pour ça que j'écris, c'est me permettre de régler des comptes avec l'espèce à laquelle j'appartiens en fait, Qu'on appelle l'espèce humaine. exactement, qui a décrit, qui a posé elle-même le concept d'humanité et qui bafoue ce concept tous les jours. Et c'est quelque chose voilà, c'est pour ça que j'écris en fait. Oui, parce qu'il y a Hyacinthe, le personnage donc, qu'on commence à suivre pour lui et qu'on va suivre jusqu'à Saint-Malo. Bon, il aura gagné en âge au fur et à mesure des années, Oui. évidemment. Il a une façon bien à lui de parler, bien moins poétique que tous vos personnages. Par exemple, il nous parle de ce jour de la victoire. Donc on se dit, voilà, jour de fin de guerre, c'est plutôt un jour positif. Enfin, on serait plutôt dans le camp de ceux qui en tiraient un profit festif. Et lui, il le dit comme ça, l'euphorie de la victoire était horrible. Des cris, des applaudissements, des rires, des chants résonnaient à l'unisson d'un patriotisme populaire, nauséeux, qui n'avait pas son attendard tricolore, devait se sentir misérable. Tout le monde, accroché d'une oreille à l'autre, une grimace pleine de dents. J'avais une terrible envie de leur arracher cette provocation du visage, d'enfoncer mon bras dans leur gorge déployée, toujours plus profondément, jusqu'à ce que tout cède, tout se déchire, tout craque. J'étais injecté d'une violence inhumaine, je la contrôlais. Des inconnus me serraient sur leur poitrine, me portaient à bout de bras. J'étais un messie parmi les messies, j'étais fatigué. Je devais fuir toutes ces réjouissances écœurantes, marcher. De toute façon, je ne savais faire que ça. En fait, c'est ça, votre personnage, il n'a pas l'air d'être dans la super-humanité, pour parler un langage de jeunes déjà dépassés, et pourtant, paradoxalement, il va vous aider à prendre conscience de votre lien à ce monde et à cette espèce. Oui, c'est ça, mais c'est-à-dire qu'en fait, lui, il se retrouve confronté avec. Au départ, il n'a absolument aucune notion de ce dégoût qu'il a pour son espèce. C'est la guerre qui le met en face de ça. Mais ce qui me rapproche de lui, c'est qu'avec le temps, on se rend compte que même on continue à perpétuer les mêmes erreurs. Malgré tout Oui, ça. ça va au-delà du personnage. Et donc ça continue et c'est absolument c'est quelque chose qui me travaille effectivement au quotidien, de voir ce qu'on est capable de faire alors qu'on se dit humain, quoi. Ouais, on se dit humain. L'expression est tout à fait judicieuse. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Il y a la part de l'universalité, la part de faire avec soi, et même le fait dans vos livres de retranscrire des émotions, vous le soulignez aussi Fatima et vous aussi Salomé, c'est-à-dire de situations particulières qui véhiculent des joies ou des tristesses que tout le monde peut avoir d'ailleurs, en étant athée, croyant, enfin tout ce qu'on veut. Et c'est aussi ce qu'on retrouve dans votre livre Des kilomètres à la ronde Vinca, quand vous parlez d'une des joies de votre héroïne, c'est-à-dire qu'en fait elle va brûler son passé scolaire au travers de copies, mais on imagine que tout le monde aurait cette joie. Enfin, sauf peut-être les collectionneurs de copies, je ne sais pas s'il y en a. Non, bon, apparemment non, donc ça va, tout le monde partage ce que vous décrivez au début de votre livre. Votre héroïne explique cette joie-là, ils ne l'avaient pas volée, et c'est peu dire qu'elle faisait du bruit. Je leur avais servi sur un plateau tous mes cours depuis l'entrée en 6e, des kilos de prise de notes, de griffonnements studieux, méthodiquement classés par année et par matière, des piles de savoir qu'ils avaient arrachées, des cartons à plein poumon lancés vers le ciel, ramassés, lancés encore en s'ébattant sous la multitude de feuilles libérées, jetées d'encre ou lâchées de marge, et parfois, un mot était attrapé au vol, une phrase qu'ils se gueulaient les uns aux autres en se tordant de rire. Il y avait de quoi. Tout allait brûler dans cette grande fête, et Phil tapa dans ses mains pour réclamer le silence. Cette espèce de joie, elle est au départ, c'est un peu aussi une joie initiatique. Enfin, c'est-à-dire qu'on rentre dans l'âge d'après, il y en a qui parlent du monde d'après, là, ce serait l'âge d'après l'enfance, en brûlant une partie de soi. Allez, on respire. Oui. C'est une joie symbolique où ils se retrouvent, enfin elle pense que c'est un moment où ils se retrouvent parce que en fait elle vient d'avoir son bac et donc elle va brûler tous ses cours d'avant. Et eux sont déscolarisés depuis longtemps et c'est une joie de la retrouvaille parce qu'elle fait ce sacrifice du savoir, des cours et eux sont avec leur complexe, au contraire, brûlent aussi ce savoir. Et c'est la joie de se retrouver aussi au même endroit à un moment. C'est une joie fictive, hein, c'est un moment symbolique et en même temps faux. Mais oui. Et vous l'avez fait, vous avez brûlé vos copies? Oui. Ah d'accord, donc c'est vraiment de l'autobiographie. Et donc vous avez ressenti la joie du passé qui a... Sauf les cours de français. Ah oui, donc c'était déjà parti dans le...
Je ne sais pas s'il y a eu d'autres personnes qui ont brûlé les copies. Est-ce qu'on brûle les manuscrits ratés? Non, vous ne les brûlez pas. Les différentes versions du livre, vous ne les avez pas brûlées, vous les gardez, puisque vous avez fait 11 versions. J'en ai jeté quelques-unes. Hein. Ah oui, d'accord, c'est moins symbolique. Vous non plus, vous n'avez pas brûlé Non. Votre livre, vous l'avez écrit d'un jet, Fatima? C'est souvent la question que les gens se posent quand ils lisent. Ils se disent, est-ce que vous l'avez écrit d'un jet comme ça? Parce que Je sais pas ce qu'on entend par un G. c'est en presque fait. comme quelque chose qu'on crache comme ça. Ouais, non, il y a eu une urgence, donc bien sûr, j'ai avancé très vite dans le roman, mais j'étais dans l'écriture pendant 1 an et demi. Donc, oui, une fois trouvé, je savais que j'avais envie d'écrire ce roman-là, donc c'est ça qui était nécessaire, mais j'ai mis du temps à l'écrire. Et vous dites, à moins que j'ai mal entendu, que ce livre, c'est aussi le livre que vous auriez aimé étant adolescente aimer lire. Tout à fait. Vous avez parlé à la Fatima de plus jeune, enfin, si on considère qu'il y a un peu de vous-même dans votre narratrice, comme si vous lui donniez un cadeau par temps interposé, par époque interposée. Oui, à la Fatima que j'étais, mais aussi, j'espère et je crois, en ayant publié ce roman, au Fatima, à toutes les personnes qui peuvent s'y trouver dans ce roman. Et je pense qu'il y en a eu. Et dans ce travail qui est le lien qu'on a avec soi, vous rajoutez une autre dimension au personnage de Fatima, c'est que Fatima a l'asthme, voilà, c'est une maladie, mais va rentrer, je mets l'expression entre guillemets parce que quand on ne la connaît pas, ça peut surprendre, mais elle Ouais. existe vraiment, à l'école de l'asthme. Alors, cette affirmation d'une maladie, mais cette rentrée dans une communauté, là aussi, c'est encore un raccourci pour mieux faire avec soi. Alors, je sais bien que l'asthme est d'abord une maladie, mais c'est une manière aussi de se réconcilier avec soi. Oui, c'est une manière d'en savoir plus sur soi. C'est une manière de contrôler la maladie, mais aussi de comprendre euh, l'impact de cette maladie, parce qu'elle n'est pas anodine. Et ça va avec le besoin de crier, le besoin de dire, le besoin de retrouver un souffle, de retrouver une meilleure respiration. Et je pense que dans l'écriture même, c'était important pour moi cette idée de manquer de souffle, en fait, de manquer de respiration. C'est pour ça que les phrases sont très courtes, très hachées, il y a un rythme très rapide aussi. Et l'asthme, pour moi, c'est un personnage aussi dans le roman. Il y a des slammers ou des rappeurs que vous avez écoutés pendant que vous écriviez? Non. Non, c'était dans J'écoute le du rap, silence. oui. Oui, tout à fait. Mais j'ai pas écouté de rap en écrivant. Non, vous aviez le silence comme compagnon. C'est ça. Ouais. Alors, dans tous les livres dont on parle et cette tentation, cette volonté de rejoindre une communauté, eh bien, il y a différentes manières de le raconter. Et vous, Salomé, vous mentionnez un élément important. Donc, votre personnage, Amadi, va arriver en France. Au tout départ, lui et sa famille passent par Nice, chez quelqu'un qui va les accueillir. Mais c'est très intéressant, vous le montrez très bien dans le livre. Tous ces gens qui vous disent un peu, bah, viens si tu as besoin de venir, ils acceptent votre présence quelques jours. Et encore, il y a cet embarrassement qui se fait jour de plus en plus. Et finalement, le père d'Amadi avec ses enfants, la maman, vont essayer de trouver une solution pour se loger. Ils vont finalement atterrir en région parisienne. Et quand Amadi va aller à l'école, et surtout quand il va être dans son quartier, il va découvrir l'existence de cette fraternité. Alors cette fraternité, c'est cette bande, et vous l'écrivez, dans la fraternité, il y a Arthur, Kader, Esteban, Georges et Amadi. Arthur vient toujours en premier, sinon quelqu'un se prend une baffe et perd l'envie de réciter la liste. Arthur, c'est le violent. Kader dit que c'est toujours comme ça avec les Polacs, que c'est la pire race de l'Est. Amadi n'ose pas demander où à l'Est exactement. Quand tu rentres dans la fraternité et que tu as un nom étranger, il faut le changer, poursuit Kader. C'est une règle d'Arthur, le seul à ne pas avoir un nom étranger. Il dit qu'on n'est pas pris au sérieux quand on a un nom d'arabe et que Georges, c'est un nom de colon. À chaque fois qu'il entend ça, Georges se marre parce qu'il comprend colon comme gros intestin, et surtout parce que Georges cherche toujours une raison de se marrer. Il tressaute à chaque occasion, du murmure au bêlement d'hilarité lorsqu'il rit, ses dents blanches sur le devant et jaunes à partir de canines. Kader prétend que les Antilles, c'est comme ça, de vrais saltimbanques incapables d'être sérieux. Et là, c'est assez drôle, puisque finalement, il y a la possibilité pour Amadi de rejoindre une communauté, la fraternité, et cette fraternité, elle véhicule elle aussi des clichés sur ce que sont les uns et les autres. Bah, oui, et en fait, je pense comme beaucoup de bandes de gamins, enfin comme beaucoup de bandes de gamins qui se disent les choses les pires possibles, les plus racistes, les plus sexistes, les plus comme des jeux et comme je pense aussi quelque part une manière de dédramatiser les insultes qu'on leur
qu'on leur envoie en fait. Quand on fait un jeu et quand on fait un jeu avec tes potes, avec tes amis, etc., ça devient des éléments de langage, ça devient quelque chose qui t'appartient plus. Donc ça, et cette manière de se renommer comme une nouvelle naissance, dans une famille qui se trouve et qui l'accepte un peu alors que lui, il est confronté à cette image de la France qu'elle perd et qu'en fait lui, il ne retrouve pas et il est confronté à cette trahison qu'il a depuis sa famille et voilà, dans laquelle il ne se retrouve plus. Ce langage et ces clichés, c'est une manière pour lui de dédramatiser la violence qu'il peut recevoir. Voilà, pour moi c'est ça, et puis c'était vraiment un travail sur le langage parce que dans les faits, les gamins parlent comme ça, tu parles comme ça et tu joues avec ça et avec toute cette créativité, toutes ces manières de tourner en dérision les choses les plus horribles que tu entends sur toi pour exister malgré tout et en fait pour utiliser cette violence des mots et dans cette bande, cette violence qui est même physique comme une manière d'appartenir et comme une manière d'être aimé, comme une manière de se sentir un peu moins mal. C'était un peu ça, ça l'idée. Et aussi comme une manière finalement d'augurer de la suite des événements, parce que c'est vrai que si on se met vraiment à la place d'Amadi, avec ce qu'il a connu dans cette Guinée, avec des bonnes, etc., il y a encore cette, et c'est aussi faire avec soi, cette acceptation qu'on change de conditions, qu'on change d'univers, et surtout que ce sera irréversible. Parce que c'est une dimension du roman. Le roman commence quand Amadi est déjà âgé, donc on sait qu'il n'est pas chirurgien, on sait qu'il n'est pas docteur, on sait qu'il a touché à l'alcool, on sait déjà tout ça. Il va regarder défiler sa vie. Et il y avait cette irréversibilité dans ce qui arrive que vous voulez raconter dans le roman, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'inéluctable au fond. Je voulais écrire du tragique et en fait il y a ça Ah, dans donc il y avait déjà cette part de tragédie au départ. il y a ça dans la tragédie et moi ce qui m'intéressait c'est de se dire bon voilà c'est quelqu'un qui vit extrêmement limité à Amadi en fait. Il a la vie qu'on lui a donnée, il a les conditions qu'on lui a données et moi ce que je voulais voir c'est l'infini des possibilités qu'il y a entre deux limites. C'est tout ce que tu peux faire avec une situation qui est moins convenable. Et en fait ce que je voulais aussi un peu explorer c'est toute cette idée où on se dit oui mais dans un destin singulier on peut toujours s'en sortir si on travaille, si Amadi avait pris les bonnes décisions, s'il avait fait Oui, tout un ça. peu côté cliché, c'est-à-dire si on donne du sien, on n'a rien sans rien, non, C'est ça en fait, oui, c'est compliqué, mais finalement rien n'est inéluctable, on peut sortir de toute situation, on peut toujours faire ça. Et moi, ce discours, faut être résilient. C'est très à la mode la résilience. Et en fait, je trouve que c'est un discours extrêmement pervers en fait, parce qu'en te disant il faut être résilient, si tu travailles bien, si tu es irréprochable, si tu es tout ça, ce qu'on ne demande pas en fait. Si c'était un petit mégamin blanc, on ne lui demanderait pas d'être irréprochable. Et en fait, pour moi, c'était tout ça et cette irréversibilité, elle était importante à explorer justement pour montrer que non, on s'en sort pas toujours et en fait, tout le monde peut s'en sortir, c'est vrai, mais en général, ça ne l'est pas. Et qu'en fait, cet élément tragique, il vient pour mettre en lumière un système qui écrase en fait, un système qui broie et un système qui est extrêmement violent. Et tout le discours pervers qui va avec en disant si t'es absolument parfait, ça se passera bien, t'inquiète pas, parce qu'en fait, on peut s'en sortir. Comme si la perfection était détectable aussi. C'est-à-dire on invoquait sa clause de perfection et on était assuré d'avoir un chemin tout tracé. Ouais, en fait, comme si en faisant l'impossible, on pouvait s'en sortir. Mais dedans, il y a un truc où c'est l'impossible, ou alors il faut être exceptionnel, ou alors il faut être de la chance. Moi, c'était une manière d'utiliser le tragique, de montrer un système qui est cassé et qui a un discours très très pervers, qui met la responsabilité sur la personne qui ne jouait pas de privilège. Et c'est vrai que c'est un point commun à tous vos livres, c'est que vous l'évoquez Salomé, ce mot qui est très à la mode de résilience. On a l'impression qu'on est condamné à être résilient, qu'on n'aurait même pas le droit à l'erreur en redevenant soi-même. Eh bien, vous montrez aussi que dans les faits, il y a le quotidien et que c'est évidemment beaucoup plus compliqué, il y a même beaucoup d'inattendus. Et vous, Gildas Guyot, dans Le goût de la viande, on ne sait pas au départ ce que va signifier ou ce que signifiera pas le mot résilience pour votre personnage, pour Hyacinthe. Parce que c'est vrai qu'il va vivre les horreurs de la guerre, vous le racontez, il y a ce moment où vous dites, donc il y a eu un assaut, lui il est vivant, donc c'est une formidable opportunité, on va mettre formidable opportunité entre guillemets, et vous vous mettez à sa place et vous êtes dans ses pensées. Par exemple, il dit « Je n'avais pas encore trop faim et je passais le reste de la journée à scruter au travers des interstices de l'autre entrée, la partie encore inexplorée de ce tombeau à ciel ouvert, à perte de vue des Maccabées exhibés
le fatras de leurs deux systèmes digestifs et respiratoires. En mon fort intérieur, je pensais que je n'étais pas près de retrouver de l'appétit. Parmi toutes ces dépouilles, à quelques pas à peine, un fantôme de mon âge attira plus particulièrement mon attention. Je le reconnaissais, il était reconnaissable. Et vu qu'il était reconnaissable, qui ne l'aurait pas reconnu? Là, peut-être que tout ou pas se joue, mais quand il se retrouve là, Hyacinthe coincé dans ce qu'il appelle ce tombeau à ciel ouvert, vous souhaitez dire au lecteur, attention, il a vécu quelque chose, et le poids d'être le seul vivant parmi tous ces Maccabées va jouer quelque chose d'essentiel. Bah, c'est effectivement ce qui va engendrer tout le reste de ses actions hein, et de le conduire conduire chaque action de sa vie va être lié à la vision de ce personnage-là d'ailleurs. C'est vraiment ce qui déclenche sa sensation d'être devenu un monstre parce que lui est encore vivant alors que tous les autres sont morts à sa place. En fait, il a vraiment l'impression que les autres sont morts à sa place. Presque une usurpation d'existence. Oui, c'est ça, c'est une usurpation d'existence. Mais il y a beaucoup de... C'était quelque chose d'assez commun de tous les poilus qui sont revenus. Il y en a beaucoup qui se sont sentis coupables d'être revenus alors que leur copain était mort là-bas, quoi. Donc ça, j'ai pas vraiment inventé grand-chose là-dessus. Mais voilà, ce personnage qu'il rencontre, le fait qu'il soit intact, qu'il soit beau, le met encore plus mal à l'aise vis-à-vis de tout ce qu'il a vécu. Et effectivement, c'est ce qui va générer toutes les exactions, enfin entre guillemets les exactions, ce qu'ils considèrent être des exactions, alors qu'au final ce sont juste des comportements face à incroyable. Des comportements un petit peu déviants qu'il a pour nourrir le monstre qu'il pense être, alors qu'en fait il n'est juste qu'un soldat comme un autre, qui a eu juste la chance de survivre, mais il ne supporte pas ça. Et donc du coup, il veut absolument que les gens le perçoivent comme un monstre, donc il a des comportements déviants en fait. Et pour vous mettre à la place de Hyacinthe, raconter cette vision d'horreur qu'il a autour de lui, vous avez eu connaissance de, entre guillemets, carnet de poilus ou de témoignages parce que c'est toujours ça, en fait, il y a quand même une histoire qui a existé et vous la faites porter par un personnage. Alors, moi, j'ai baigné dedans dans toute mon enfance, Oui. comme je vous disais tout à l'heure, mais après, j'ai lu pas mal de récits et de lettres de poilus surtout, et ce qui me frappait, c'était cette pudeur qu'ils avaient. Alors, non seulement il y avait la censure qui ne permettait pas de faire passer tous les messages, pas de faire passer tous les mais messages. quand même, il y avait quand même une espèce de pudeur qui semblait être une volonté d'épargner ses proches, en fait, de ne pas vraiment raconter ce qui se passait tellement c'était horrible et que c'était indescriptible. Et par le prisme d'Hyacinthe, comme c'était quelque chose qu'il écrivait à la fin de sa vie, je me disais qu'il pouvait s'affranchir de ça et vraiment raconter les choses comme elles l'étaient. Donc j'ai certainement, enfin je pense pas avoir exagéré grand-chose, mais voilà, c'était de le raconter d'une manière très crue en fait. Je trouvais que c'était quelque chose qui n'avait pas été possible à l'époque. Et puis il n'y avait pas non plus ce concept de résilience, c'est assez, finalement, on en parle beaucoup, mais c'est assez récent, et eux n'ont pas eu la chance d'avoir des gens qui les ont accompagnés pour essayer de passer au-delà. De passer au-delà et de vécu. revenir à une vie normale. En fait, on les a laissés, quand ils sont revenus, on les a laissés comme ils étaient, parce qu'on avait pas de... Oui, pas de solution. Pas de solution à leur proposer, ni de recul sur c'était la première guerre industrielle et avec des corps des corps qui revenaient qui n'étaient plus des corps. Donc il y avait tout ça à gérer en même temps et donc pas d'anticipation de comment gérer ça. Et donc ils ont été un peu laissés effectivement comme ça quand ils sont revenus et donc pas moyen de faire un espèce de travail sur eux-mêmes pour revenir à une réalité qui était plus soft, on va dire. Et le mot résilience, Fatima, il vous suggère quelque chose par rapport à votre personnage? Parce que c'est vrai que, comme le disait Salomé, c'est quelque chose qu'on entend souvent quand on doit faire avec soi. Ouais, bien sûr. Non, mais je pense Moi, ça me paraît éloigné de votre livre. Ouais, c'est éloigné. Bon, c'est bon, alors on a bien compris le livre. C'est éloigné. C'est éloigné de mon livre dans le sens où Fatima, elle bricole tout au long et il n'y a pas il n'y a pas un moment donné où il y a des solutions, où ça va mieux, où elle se reprend, où il n'y a pas ça dans le roman, non. Il y a plus une trajectoire, la tentative de rallier des identités les unes aux autres, de faire avec. De faire avec, mais c'est ça, c'est faire avec soi. On parle de résilience et on peut aussi l'évoquer. Alors, il n'y a pas de résilience à proprement parler dans votre livre Des kilomètres à la ronde, puisque ce n'est pas le propos. On découvre cette bande de jeunes, on apprend à les aimer, à admirer leurs exploits, entre guillemets.
Mais ce que vous n'hésitez pas à faire, c'est à nous dire, comme dans toute belle histoire, que même dans ces unités de la jeunesse, au départ, tout n'est pas merveilleux. Et petit à petit, la bande va se dissoudre, se fondre dans le quotidien. À un moment, vous expliquez, les jours suivants, des disputes idiotes prirent des tours définitifs, comme si une irrépressible force centrifuge s'était mise à nous travailler. On en voulait à José de nous avoir fait perdre notre droit d'accès au PMU. À Reynaud, on en voulait d'en avoir profité pour déguerpir dans le sillage d'une nouvelle gonzesse. Chuck nous en voulait à tous de déserter sa chambre les uns après les autres. Et tout le monde en voulait à Malo de n'en vouloir à personne. Lui qui seul était capable de mettre des mots sur sa peine, malgré la mise en garde de nos mâchoires serrées. Il y avait cette volonté de raconter finalement que dans le faire avec soi, d'avoir accès à cette bande de jeunes, il y avait cette volonté de montrer comment, comme toute relation avec les autres, elle se dégrade au fil du temps. Oui, elle se dégrade. Là, le passage que vous lisez, il fait suite au traumatisme de la perte d'un des leurs. Donc c'est une distance qui arrive suite à quelque chose qui se passe, mais tout au long, la distance se crée, enfin, surtout entre la protagoniste et les autres personnages, parce que la vie fait que chacun est rattrapé par justement ce qu'on attend de lui ou les complexes qu'on a intériorisés. Et donc il y a le chemin normal de la séparation et le fait que des événements arrivent, plus l'ennui qui quand même plombe au fur et à mesure du temps leur lien, parce qu'il ne se passe plus grand-chose, il ne se passe plus rien, hein. Qui effectivement à la fin fait exploser la bande dans leur incapacité à communiquer sur leur douleur, en fait, sur un deuil qui leur est commun mais dont ils n'arrivent pas à parler ensemble. Oui. Ils arrivent à partager ensemble des moments joyeux, des moments où ils vont être en dehors de ce que nous dicte la norme, et face à quelque chose qui est inéluctable dans la vie, que ce soit vieux ou jeune, c'est-à-dire la mort, là, les mots font défaut. Je pense qu'ils arrivent à partager ce qui est léger, en fait. Ils arrivent à partager les blagues, oui, ce qui est léger, ce qui reste à la surface, mais en fait, il y a une trop grande pudeur en eux pour aller chercher des choses plus profondes que sont la douleur, justement, ou qui on est, même dans leurs dialogues, il n'y a pas énormément de dialogues dans le livre, mais parce qu'en fait, ils seraient sans intérêt. Les dialogues, on se chambre, c'est des blagues, et ça va pas beaucoup plus loin, en fait. Et c'est aussi cette communication finalement impossible qui fait que les chemins se séparent. Et c'est vrai que c'est aussi un roman à bruit, parce que le bruit des mobylettes, le bruit des musiques qui les accompagnent, le bruit de la voiture de l'héroïne quand elle a le droit de conduire, parce qu'elle peut redescendre voir ses amis. Il y a aussi cet acteur à part entière du livre. Le bruit, oui, mais les sens en général, je trouvais que c'était super important de les traiter dans ce livre, parce qu'elle, la manière dont elle est subjuguée par eux, c'est leur corps, c'est la manière dont ils utilisent leur corps, en fait. Et toute la dimension sensorielle était très importante pour moi, parce que elle est du côté... voilà, enfin, j'écris un moment qu'elle elle fait partie de ceux qui sont voués à s'asseoir dans les amphithéâtres, en fait. Oui, Donc du côté, le déterminisme. ouais, déterminisme social, du côté de ceux qui vont être du côté de la cérébrale, et eux sont du côté du corps, et en fait elle est fascinée par leur manière de bouger, par leur manière d'habiter leur corps et l'espace autour d'eux, en sentant bien qu'elle n'a pas cette utilisation du corps. Donc, Oui, c'est vrai qu'il y a ces émotions qui se dégagent, et puis tous vos livres arrivent à concilier, on va dire, la grande histoire, parce que ça croque une époque, que l'on soit avec Hamadi en banlieue parisienne, que l'on soit avec Hyacinthe après la Première Guerre mondiale, qu'on soit dans votre époque où il y a une certaine euphorie, puis petit à petit la normalité rentre en marche, et qu'on soit également avec votre narratrice Fatima. Pourquoi je dis ça? Parce que
pour qui n'a pas commencé à arpenter votre livre, La Petite Dernière, on pourrait croire qu'on est dans quelque chose de très psychologique, et ce n'est pas une critique, on pourrait être dans quelque chose de très spirituel, intellectuel. Or, en fait, et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans votre livre, Salomé, tous vos personnages, ils font avec le concret, avec le quotidien. C'est-à-dire qu'on peut avoir des grandes aspirations, il y a la vraie vie. Et à un moment, Fatima nous dit « Je m'appelle Fatima Das, je porte le nom d'une clichoise qui fait plus de 3 changements pour aller à l'université. Quand ça roule bien, j'arrive à la gare en un quart d'heure. Je dois rejoindre le RER B quand je me trouve à la gare d'Aulnay. Le E quand je suis au Rincy. La première année, j'arrive en avance à mes rendez-vous, qu'ils soient personnels, médicaux ou professionnels. La deuxième année, j'arrive à l'heure. La troisième année, j'arrive en retard. La quatrième année, je n'arrive pas. » C'est-à-dire qu'en fait, on a beau tenter de se réconcilier ou pas avec soi, il y a la vraie vie. Vous teniez à mettre cet élément de la vraie vie, ce vrai concret, pour montrer que voilà, on part encore une fois dans un contexte avec des règles du jeu très particulières. Oui, je trouvais très important de parler du quotidien. À la fois, c'est le long trajet dans les transports qui arrive à beaucoup de personnes qui habitent en banlieue, mais pas qu'en banlieue, mais surtout en banlieue. Et c'est aussi, ça, c'est pour le coup, c'est autobiographique. Et du coup, c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Ça me permettait d'écrire au départ. Et puis très vite, tu as la fatigue qui s'installe quand tu prends ces transports pendant plusieurs années. Et donc la difficulté de tenir. Et c'était très important pour moi parce que j'ai l'impression aussi que là, en publiant ce roman, les retours qu'on m'a fait de ces passages étaient importants pour mes lecteurs et mes lectrices aussi. Parce qu'ils s'y retrouvaient et qu'ils me disaient, mais moi aussi, quand je suis dans le métro, je regarde beaucoup les gens. Et je trouve ça important. Je trouve ça important d'accrocher le lecteur sur des détails du quotidien. Qui en fait ne sont pas des détails parce qu'il va passer du temps dans les transports, il va passer du temps dans tous ces moments de vie qui sont en fait presque parasites parfois. Et c'est vrai ce que montre le livre. Alors, le livre aussi, on reviendra sur les retours des lecteurs, Fatima, il nous dit quelque chose dans Se faire avec soi de la géographie intérieure. On a déjà évoqué ça ce matin dans un autre rendez-vous littéraire, c'est-à-dire qu'on apprend à faire le ménage avec, peut-être que je me trompe dans mon interprétation, mais en tout cas avec ce qu'on a fait ou ce qu'on fera. Parce que Fatima, à un moment, elle nous dit qu'elle regrette d'avoir fait un mauvais coup à un garçon qui s'appelle Benjamin, et elle semble regretter, donc elle a fait ce mauvais coup quand ils étaient en classe ensemble. Elle le revoit plus tard, elle n'arrive même pas, entre guillemets, dit-elle, à s'excuser. Elle nous confie qu'elle a, vers ses 17 ans, c'est ça, elle a arrêté de voler dans les magasins. Donc c'est comme si, en fait, on était dans sa tête, et puis au lieu de nous dire le nord, le sud, l'est et l'ouest, elle nous donnait les points cardinaux de sa personnalité. Il y a cette idée de géographie. Il y a ce mouvement constant, en fait, des allers-retours, que ce soit dans les trajets, que ce soit de Paris à Clichy-sous-Bois, de Paris à Alger, d'Alger à Paris, mais aussi de ce déplacement. Fatima, j'ai essayé, en tout cas, moi, de créer un personnage qu'on ne peut pas attraper, qu'on ne peut pas vraiment comprendre, qu'on ne peut pas cerner, qui est tout le temps dans le mouvement, qui est instable. Voilà, cette instabilité, elle traverse évidemment à sa manière chacun de vos romans. Évidemment, on n'a pas tout le temps d'évoquer, mais si on s'intéresse, vous, Salomé, avec cette famille qui arrive à habiter dans la région parisienne, on l'a dit, ce père qui était chirurgien, cette instabilité, elle est aussi dans les relations entre les membres de la famille. C'est-à-dire, par exemple, entre le père d'Amadi et Amadi. Et vous écrivez à un moment, depuis sa capitulation scolaire, le chirurgien, donc le papa d'Amadi, le chirurgien n'essaie plus de s'impliquer dans la vie d'Amadi. La télévision berce sa déception. Il pense souvent aux chances en plus qu'il aurait voulu pouvoir lui donner, mais son aîné ne lui parle presque plus. Leurs échanges sont rêches et venimeux. Chaque mot est une sentence, le début potentiel d'une dispute. Pour oublier l'ingratitude de ce fils sur lequel il misait tant, le chirurgien préfère bientôt ne plus s'en soucier. Il se concentre sur Fatih, ses notes incroyables, son bon français, sa rigueur butée mais efficace, qui s'illustre jusque dans les courbes appliquées de son écriture. Donc, il y avait cet aspect aussi là, si on prend comme point de départ Amadi, il portait tout sur ses épaules, et on prend conscience en fait que le père ne lui donnera pas une deuxième chance. C'est-à-dire que ce chirurgien, il a essayé de faire ce qu'il pouvait en France. À un moment, sa situation va presque être
voilà, soumise aux lois du quotidien, il est rentré dans des rails et il n'y aura pas d'autres bouées de sauvetage pour Hamadi. Ça, je pense que je suis pas. Je pense qu'en fait, il n'y a pas d'autre bouée de sauvetage pour le chirurgien et qu'il Et est c'est au départ incapable. lui qui n'a pas d'autre bouée de sauvetage. Et voilà, et il est incapable, lui, c'est quelqu'un qui, d'une certaine manière, en fait, meurt un petit peu au moment où il quitte la Guinée et qui réussira jamais à arriver, qui réussira jamais à se donner une nouvelle chance dans ce nouveau pays qu'il a en plus connu quand il a fait ses études et qui d'un seul coup l'accueille plus comme un riche touriste, mais comme un étranger. Oui, il y a Euh, un changement de posture. Et qui est total. Et en fait, Hamadi, je pense que ce qui est intéressant, c'est que il a énormément de chance. À chaque moment de sa vie où il se plante, où il prend des mauvaises décisions, et parfois il prend des mauvaises décisions qui font également beaucoup de mal à d'autres, il y a toujours quelqu'un qui lui tend la main. On m'a dit c'est quelqu'un qui passe sa vie à se punir, qui réussit pas à prendre les mains qu'on lui tend, et qui a une part même d'ingratitude. Mais moi, ce qui m'intéressait dans la relation au père, c'est une grande partie de masculinité toxique, une grande partie de se dire bon bah c'est moi l'homme, c'est moi le chef de la lignée, c'est moi l'aîné de la famille, il faut que je prenne tout sur moi. Et en fait d'aveuglement, de manque de dialogue, parce que le truc absolument tragique dans la relation d'Hamadi à son père, c'est qu'en fait c'est toutes ces occasions perdues de se parler, toutes ces occasions de parler, de se dire, de t'exprimer avec tendresse qu'en fait je t'aime, j'ai fait tout ce que je pouvais pour t'aider, je suis là en tant que père, ou etc. Et en fait c'est tous ces silences absolument meurtriers dans les familles où en fait les problèmes ne se règlent pas. Pour moi, pour moi c'est ça en fait. Son père, il aimerait lui donner une autre chance et en fait pour lui ce sera toujours l'enfant qu'il aime, mais il ne le peut pas parce qu'il ne peut pas exprimer, parce qu'il ne peut pas dire et parce qu'il y a tellement de choses à dire qu'en fait la parole ne sort pas. Et c'est entre ces non-dits, entre ces mal-dits que se crée la tragédie familiale et qu'elle se perpétue en fait. Voilà, d'où la dimension d'universalité. Alors, avant d'aller plus loin, et pour être sûr d'entendre ces voix, ce sont celles de vous qui nous suivez, qui êtes de l'autre côté. On va, si vous le voulez bien, chers amis, appeler la voix magique. Vous le savez qu'il y a une voix magique. Non, mais c'est vrai, qui porte les questions des gens qui nous suivent. Donc, rebonjour, voix magique. C'est un beau nom romanesque. Est-ce qu'il y a des questions parmi les heureux spectateurs et spectatrices? La voix magique vous entend bien, monsieur. Bon, vous voyez, bah, c'est fantastique déjà. La voix magique va relayer plutôt une remarque, une question et sur laquelle vous allez peut-être réagir. Plusieurs internautes me disent que le motif de la charnière ou le motif d'un monde qui se meurt et d'un monde qui démarre apparaît dans les romans. Comment vous percevez cette remarque? À l'intersection de deux mondes, et Oui. d'ailleurs que ce monde ce soit un monde de soi ou que ce soit un monde autour de nous en recomposition. Hyacinthe, on peut dire que c'est le personnage de votre livre Gildas, mais qui lui aussi ressent cette charnière. Parce que il faut bien dire qu'une fois qu'il a fini d'être poilu, comme tout le monde, peu à peu, il va regagner la vraie vie et puis il va reprendre le cours normal des choses. Je mets normal entre les deux. Alors est-ce que la charnière est quand même un des supports de la narration dans votre livre? Alors je ne sais pas s'il y a un moment charnière dans le livre, mais en tout cas, je pense que c'est le tout début, parce qu'en fait c'est une renaissance en fait. Quand il revient tout au début à la vie, entre guillemets à la vie, mais c'est ça, c'est vraiment le concept de renaissance. Il sort d'un tas de cadavres, et donc j'ai voulu écrire ce truc comme quelque chose comme un accouchement en fait, comme un deuxième accouchement, comme une deuxième naissance. Dans le sang, voilà. Et donc oui, le moment charnière, moi, du livre, il est tout au début, mais c'est la différence entre, enfin c'est pas la différence, mais c'est la guerre fait qu'il a vécu deux vies. Donc il y a vraiment un sentiment d'être quelqu'un d'autre après et de devoir reconstruire avec. Mais la normalité, il la retrouvera jamais, mais parce qu'il ne veut pas la retrouver en fait. Vous pensez qu'il ne veut pas la retrouver? Ah oui, c'est une volonté. Enfin, bon, en tout cas moi, comment Oui, mais vous êtes comment moi je l'ai. Oui, mais c'est bien aussi que les gens le perçoivent d'une manière différente. Mais oui, je pense qu'il a vraiment cette volonté. Enfin, ouais, vraiment cette volonté de ne pas vouloir retrouver cette normalité parce qu'il veut que les gens le reconnaissent comme quelqu'un de considérablement transformé par rapport à ce qu'il était avant, et ce qui n'arrive pas d'ailleurs à être. Enfin, il n'arrive pas à ce que les gens le reconnaissent comme tel, quoi. Donc c'est ça, c'est son plus gros problème. Peut-être que si les gens avaient perçu un petit peu de ce qu'ils voulaient retranscrire, ils seraient revenus dans la normalité. Mais comme ils n'y arrivent pas, ils continuent à pousser le bouchon, toujours pour devenir quelqu'un de particulièrement...
j'arrive pas à dire qu'il est odieux parce qu'en fait, ce qu'il a vécu fait qu'on ne peut pas considérer qu'il soit vraiment odieux, mais son comportement fait il en devient un personnage complètement détestable. Alors d'ailleurs, on parlait à l'instant de charnière. Ce qui est amusant, entre guillemets amusant, parce que la situation est quand même tragique, mais dans votre livre, Gildas, vous défaites aussi cette espèce de cliché où l'on pense qu'avec le temps, on va vieillir, on va s'assagir, et quelque part, la vieillesse, ça serait une onction qui nous permettrait de dire, ça y est, j'ai péché, j'arrête, je mets péché, entre guillemets, et puis je deviens un homme normal, un homme droit. Vous montrez qu'en fait, l'âge ne joue pas forcément la carte, bien au contraire, d'une forme de rédemption, de se remettre homme bien. C'est pas parce qu'on va bientôt mourir, c'est pas parce qu'on vieillit que, voilà, on a une capacité à vouloir devenir... Alors ça, je l'avais pas vu moi, hein. Merci de... Ah bon, vous avez bien fait de venir. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que maintenant je suis obligé de me dire que je ne vais forcément pas m'assagir en vieillissant. Je n'avais pas conscience de ça. J'espérais, mais non, tant pis. Non, j'ai pas vraiment eu de volonté à écrire quelque chose autour de ça. En fait, je l'ai pas vraiment construit en fonction de la maturité qu'il pouvait avoir et le recul qu'il pouvait prendre avec l'âge et changer en fait. Non. Mais après, ce qu'il a vécu fait que c'est quand même compliqué, même Oui, après, même avec l'âge, sans avoir pu en parler et faire ce travail de résilience dont on parlait tout à l'heure. C'est compliqué de redevenir sage, quoi. Alors, la notion de charnière, elle vous parle, Vinka? Parce que c'est vrai que vos personnages, et en particulier votre narratrice, hein, on la suit sur une certaine période de vie. Elle va devenir maman, donc on n'est pas seulement dans le point de départ de cette bande de jeunes qui profitent de la vie. Est-ce que cette idée de charnière évoquée à l'instant, elle vous tient à cœur? Oui, dans le roman, il y en a deux peut-être. Alors il y en a une évidente quand elle quitte cette bande pour partir à Paris, du coup. Là, c'est comme une autre vie qui commence et elle reste avec eux par souvenir. Enfin, les années passent et ce sont des choses qui arrivent dans la vie qui lui rappellent cette jeunesse. Donc c'est plus des flashs qui font défiler les années. Et puis la deuxième charnière qui est son retour au village. Mais là, effectivement, elle est maman et elle est... Tout a changé, le regard aussi qu'elle peut porter. Et tout a changé et elle est quelqu'un d'autre. Donc oui, ça fait effectivement deux charnières du point de vue de la construction du roman. Après, dans la question, on parlait du passage d'un monde à l'autre. D'un monde à l'autre, à un nouveau monde. Ça, par contre, moi, l'un des thèmes du roman, c'est quand même la désertification, dans les campagnes. Alors, j'espère que c'est un ancien monde et qu'on va aller vers un nouveau monde, mais de ce point de vue-là, non, j'ai pas l'impression qu'il y a une progression, en tout cas, vers quelque chose de vraiment nouveau. Fatima, vous, la charnière, elle est permanente? Mais j'ai l'impression qu'elle est tout au long du roman. Ouais. On suit vraiment cette quête identitaire petit à petit, en fait. Il y a une quête identitaire et il y a aussi un élément, alors peut-être que ça fait cliché, mais qui défait le regard qu'on peut porter sur l'islam, puisque les médias vont apporter une image, on va donner des caricatures, notamment le moment où votre héroïne va à plusieurs reprises demander à des imams ce qu'ils pensent de l'homosexualité féminine. Et ce qui est intéressant, c'est la réponse que vont apporter les imams. Alors au départ, si on n'ouvre pas le livre, on se dit bon, ça va finir en combat, en flagellation, etc. Évidemment, c'est l'image qu'on a quand le livre est fermé. On peut avoir ce préjugé. Et en fait, bien au contraire, il y a un dialogue qui s'engage avec une démonstration. À un moment, vous écrivez. Après m'avoir écouté longuement, Barberousse me répond. Bon, Barberousse n'est pas un pirate, hein, c'est un imam, on précise. Il a une voix douce, donc c'est lui qui parle. Il dit « Il existe des chrétiens homosexuels comme il existe des lesbiennes musulmanes. Dieu sait mieux que nous et nous ne savons rien. Dieu a créé les péchés en sachant que nous pécherions. Mais l'homosexualité est interdite en islam, il faut s'en éloigner. » Votre ami, puisqu'évidemment l'héroïne dit qu'elle parle d'une amie, hein, comme toujours dans ce genre de situation. Donc l'imam poursuit, votre ami doit multiplier ses invocations, continuer à pratiquer et en faire plus, prier la moitié de la nuit, jeûner le lundi et le jeudi, dites-lui de demander de l'aide à Dieu, de l'invoquer, de se repentir, c'est son épreuve, je dis merci à l'imam. Ça aussi, c'est peut-être une charnière du livre, parce qu'on voit que
peut-être contre toute attente, et pardon si on a des clichés, finalement, même si c'est peut-être pas la solution, entre guillemets, je mets solution, qu'elle envisage, elle trouve des représentants du culte qui sont prêts à lui donner une direction. Oui, en tout cas, ils en parlent. Et c'est ça qu'elle recherche. Après, il n'y a pas d'idée de trouver une solution. C'est pas ça l'idée en allant voir ces images. Et moi, j'ai beaucoup ri en fait en écrivant ces passages. Et je me suis rendu compte qu'à la réception, il n'y avait pas eu du tout Je me sentais un peu seule dans son truc. J'ai l'impression que je tourne ça un peu en ridicule, ces passages-là. Mais ils sont pris de manière très sérieuse. Donc ça m'étonne un peu. C'est-à-dire que les lecteurs Mais considéraient ça avec une oui, de certaine manière religion, on peut dire. mais oui, surtout, c'est très. Pour moi, c'était. Vraiment, il y a beaucoup d'humour de ce truc d'essayer de dire quelque chose de soi, mais de créer un autre personnage façon détournée. encore, de manière détournée. Et tout est tourné en ridicule dans ce passage. Tout est très ironique. Mais il y a la volonté de bien faire de la part de Barberousse qui, effectivement, a un côté ironique. On parle de charnière. Alors, vous, Salomé, il y a plusieurs charnières dans le livre. En tout cas, ça peut être un ressenti de lecteur, mais c'est quelque chose qui tintinabule à vos oreilles, ces idées de charnière, puisque on ne va pas tout dévoiler du livre, mais évidemment, Hamadi va avoir plusieurs vies dans sa vie. Il va essayer d'être un héros à sa manière. On ne va pas trop en dire pour ceux qui vont découvrir comment il va essayer de devenir un héros, par amour, évidemment. Vous voyez de quoi je veux parler? Ouais, mais pour moi, il essaye pas de devenir un héros. Oui. Et c'est compliqué d'en parler sans. Oui, parce spoiler. qu'en fait, finalement, oui, le mot est moderne. En fait, il veut essayer de jouer un rôle par amour, de délivrer une femme par amour d'une situation un peu compliquée, on va dire. Et vous n'avez pas l'impression qu'il est héros, mais est-ce que, en tout cas, comme ça on ne spoile pas, comme vous dites, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des charnières? Enfin, en tout cas, est-ce que ça a été un marqueur ou quelque chose qui vous a inspiré dans votre livre? Alors, je pense que quand on parle de ce passage, je pense qu'on peut le dire sans entièrement Bon, spoiler, allez-y, parce que c'est sous votre responsabilité. c'est voilà, j'assume de spoiler mon propre livre. Non, c'est un moment où, pendant la seconde partie du livre, on le suit quand il est jeune adulte et en fait, il fait la sécurité pour un proxénète au bois de Boulogne. Et il tombe très amoureux d'une des prostituées Khadija, c'est ça? qu'il protège entre guillemets, et après il se dit bon bah voilà, je vais la sauver d'elle-même, je vais la libérer, et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours. Moi, ça m'a beaucoup étonnée. J'ai eu beaucoup de retours qui me disaient ah, c'est bête. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est que premier moment où elle peut se barrer, elle se barre parce que C'est la vie, c'est la life. non, mais c'est le mieux qu'elle a à faire en fait. Et j'ai eu beaucoup de retours très très étonnés qui me disaient mais c'est bête, est-ce qu'on y croyait à cette histoire d'amour? Et mais c'est pas une histoire d'amour en fait. Il cautionne son viol tous les soirs, c'est pas une histoire d'amour. Si lui le pense, il peut pas honnêtement penser qu'il est un héros. Donc je pense que ça c'est vu comme un moment qui était charnière, mais moi je l'ai pas du tout écrit comme ça et j'ai été très très surprise des réactions. Parce qu'à partir du moment où il accepte de prendre ce rôle et il accepte en fait de participer à sa traite, de participer à sa torture, l'histoire d'amour elle est impossible. T'aimes pas comme ça en fait. Et voilà, donc en fait je pense qu'il y a beaucoup de charnières ratées chez Hamadi. Il y a beaucoup de moments où il pourrait prendre la bonne décision, où il pourrait se dire voilà, mais il la prend pas. C'est quelqu'un qui... Et pourtant c'est un personnage auquel je suis encore attachée, mais... Il est encore avec vous, Hamadi? Symboliquement, évidemment. Symboliquement, oui, mais en fait, pas tant que ça. Moi, j'ai besoin de fermer le chapitre d'un livre pour pouvoir... je travaille là sur mon second. Et si je le fais pas, en fait, il y a trop d'onglets ouverts dans ma tête. Oui, comme sur un navigateur Internet, il y a tous les onglets, et après, il faut se concentrer sur une page précise. Ouais, et c'est tellement de travail, tellement d'investissement d'essayer de mettre une densité dans ce que tu écris qu'en fait, si je garde l'univers d'avant, j'ai pas de disponibilité émotionnelle ou intellectuelle ou même d'énergie tout court à mettre dans ce sur quoi je suis encore en train de travailler maintenant. Donc non, elle m'a dit je l'ai donné au lecteur. Voilà, il vit sa vie de lecteur, il peut apparaître comme un grand lâche, comme un maladroit, c'est vous qui choisirez. Je pense que la voix magique nous a donné toutes les questions. On va lui demander une dernière fois, on va la sonder. Oui. Ouais. Oui, toutes les questions ont été posées. Oh, c'est merveilleux. Alors, une question s'impose, pardon si elle manque d'originalité, mais comme nous étions avec cette partie de départ, faire avec soi, est-ce que vos livres vous ont aidé à mieux faire avec vous? Je ne pouvais pas vous poser la question. Donc Fatima, roulement de tambour. C'est une question qui revient souvent. Non, je pense que je prends les choses à part, moi et le roman. Mais alors, est-ce que ça vous a appris des choses sur vous que d'écrire ce livre?
C'est pas exactement la même Je question. pense que oui, je pense que l'écriture, ça apporte toujours quelque chose. Ça dit quelque chose Et de nous. qu'est-ce que ça vous a dit? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris? Le fait d'avoir réussi, parce que elle le disait, Salomé, le livre, il apparaît pas, vous l'écrivez pas une heure chaque jour, et puis au bout d'une semaine, j'ai fait 100 pages. C'est un Non, combat. bien sûr, je pense que ça m'a aidé à trouver la nécessité d'écrire et de savoir où se situait l'urgence d'écrire en fait. Qu'est-ce qui était très important pour moi de dire. Et vous avez été surpris du retour du livre? Parce qu'on en a parlé, on vous a vu dans les médias, on voyait parfois aussi des questions de journalistes assez étonnés sur certaines parties du livre. Comment votre héroïne est lesbienne, elle se dit pécheresse. Ouais. Comme s'ils ne partaient pas de l'héroïne, mais partaient de leurs clichés, c'est-à-dire de ce qu'ils pensaient eux. Ça vous a surpris, ça? Et ce qui m'a surpris, c'est surtout qu'on me posait les questions à moi. En fait, on parlait pas de on me parlait plus de mon roman, Vous on deveniez parlait un de moi. étendard presque. C'est ça, exactement. Et donc j'ai dû devenir, voilà, être porte-parole des jeunes lesbiennes de banlieue musulmanes, en gros. Alors que vous êtes tout simplement, ce qui est déjà pas mal, écrivain. Ouais, c'est déjà beaucoup, non? Ah oui, c'est déjà beaucoup. Mais c'est vrai qu'on peut le ressentir quand on revoit après certains entretiens où vous devenez tout de suite porte-parole. Et que Ouais, pensez-vous? c'est pas évident. Oui, c'est pas évident. Vous, Salomé, il y a des choses que ça vous a appris sur vous, ça vous a aidé à faire mieux avec vous. Bon, peut-être évidemment, comme vous tous autour de cette table, à affirmer cette passion pour l'écriture, puisque vous aviez déjà fait des nouvelles argentiques, non? Je dis Debussy, c'est ça? Donc finalement, c'était un prolongement, mais il faut passer d'argentique et ce recueil de nouvelles au livre. Ouais, passer de la nouvelle au roman, pour moi, ça n'a pas été une mince affaire. Non, moi, ce que ça m'a appris, c'est que si tu es prêt à passer autant de temps sur quelque chose et à mettre autant de toi, c'est forcément que d'une manière ou d'une autre, ça a un sens pour toi. Après, oui, ça t'apprend mille choses sur toi, notamment parce que, de ce qu'on te renvoie, de comment c'est perçu. Donc, bien sûr, ça t'apprend mille choses sur toi. Et voilà, après, pour moi, un livre, ça remplace pas une thérapie. Un livre, c'est pas. Enfin, c'est une œuvre artistique, quoi. Tu le fais parce que tu le fais. J'ai pas trop de post-rationalisation de est-ce que ça m'apprend ou quoi que ce soit. C'est pas, j'y pense pas trop à cet aspect. Et alors, et en plus, dans l'histoire de votre livre, c'est-à-dire dans le premier qui tombera et son devenir, il y a des prix, des critiques positives, comme sur tous vos livres d'ailleurs, bravo à vous tous. Et il y a cette anecdote, je crois que c'était pour le prix Régine Desforges, où finalement, il y a une des lauréates, c'est la fille de Régine Desforges, qui dit oui, alors bon, le livre, il y avait plein de livres qui étaient en lice pour gagner ce prix. Elle dit oui, ce qui m'a un peu interpellé, j'ai retourné le livre et j'ai vu que les héros venaient de Guinée. Il se trouve que Régine Desforges a vécu en Guinée. Et je trouve l'anecdote assez amusante parce que ça prouve que parfois, il y a plein de petites choses, plein de petits éléments qui vont vous conduire sur la voie de ce livre du fait d'être reconnu. Il y a quelque chose de toujours précaire, enfin très inattendu. Il y a un suspense jusqu'au bout. Mais en fait, je pense qu'il y a mille manières de rentrer dans un livre et que quand tu es écrivain ou quand tu fais ça, c'est juste une succession de petites chances, de petites choses que tu attrapes et d'opportunités qui se créent, qui se referment. Et en fait, c'est très, c'est très, très, encore une fois, c'est très, très loin d'une quelconque notion de contrôle. Et la seule chose que tu peux faire, c'est d'écrire ton livre et après, c'est déjà beaucoup. Et vous, Gildas, je sais j'ai eu, je crois, au moins un témoignage d'un soldat qui avait fait la guerre de Yougoslavie, Oui. qui vous a dit, voilà, qui peut-être partageait certains ressentis avec votre personnage, mais est-ce que ça vous a appris des choses? Comment ça a transformé l'écrivain ou pas que vous êtes devenu? Alors, je sais pas, j'ai pas du tout la sensation d'être devenu écrivain en fait. Ah bon? Encore. Je sais pas quoi. Peut-être qu'il y a peut-être une charnière. Ah oui, voilà, la fameuse charnière. Ma charnière, je sais pas. Donc j'essaie de poursuivre cette quête, mais voilà, pour l'instant, j'ai pas l'impression d'y être encore. Là, j'ai perdu le fil de la question. Alors, Par rapport à ce soldat, ce soldat qui est venu me voir, ça m'a énormément touché, dans le sens où c'était la première rencontre que je faisais. Donc je venais d'écrire mon bouquin, il venait de sortir, et la première rencontre, je vois un soldat qui restait un petit peu au fond, puis à la fin, il est venu me voir, et puis voilà, j'ai fait la guerre de Yougoslavie, et j'ai lu votre livre, et j'ai vraiment ressenti les mêmes sentiments que ce que votre héros décrit dans le livre. Et je me disais, c'est pas possible, c'est quelqu'un c'est un soldat qui a écrit ce bouquin en fait. Moi, j'ai même pas fait mon service militaire, j'ai été réformé à cause de mes yeux. Donc je me suis dit, ben, quelque part, j'ai au moins réussi à retranscrire quelque chose de vrai, même si c'est horrible. Mais c'est un peu le but aussi, c'est de dépeindre la réalité de ce que nous sommes. Et si l'écriture
moi, me permet quelque chose, c'est peut-être effectivement d'essayer d'accepter, encore une fois, de faire partie de cette espèce. Et, voilà. Et alors on conclura avec vous, Vinka, sur le... Voilà, qu'est-ce que ça vous a appris? Le livre est né, vous avez fait des rencontres, vous avez rencontré des lecteurs. Il y a beaucoup de gens qui ont dû partager aussi leur ressenti de jeunesse avec vous. Oui, on apprend beaucoup des retours, mais enfin, c'est vraiment un chemin d'apprentissage. Je trouve vraiment un premier roman. Enfin, c'est une banalité parce qu'une première fois, c'est toujours un apprentissage, mais là, c'est vrai qu'il dure sur un certain temps. Du moment où on écrit, on comprend que ah bah celui-là, on va y arriver, on va aller au bout. Parce que je suis d'accord avec ce que disait Fatima. Moi aussi, j'avais essayé plusieurs livres totalement fictionnels sans jamais y arriver parce que je pense que je me refusais à mettre une part de moi aussi. Et donc déjà de l'écriture, on apprend, puis de tout ce parcours, évidemment, la rencontre avec l'éditeur, la phase de correction, puis de promotion, puis le livre est livré, les lecteurs viennent vers vous et vous parlent de votre livre. Et ce que disait Salomé aussi, vous parle de choses qu'on ne savait pas qu'on y avait mis, en fait. Et ça, c'est magique, en fait. Moi, je trouve ça extraordinaire que des sensibilités autres viennent vers nous et nous expliquent, enfin nous donnent des clés sur ce qu'on a fait qu'on n'avait pas vu nous-mêmes. Ça, je trouve ça génial. Alors, oui. Et voilà, donc on apprend ça, on apprend comment ce qu'on a fait peut aller résonner dans d'autres personnes qu'on connaît parfois même pas. Et ça, c'est super. Alors c'est une très belle conclusion, vous qui nous avez suivis. Vous avez donc la possibilité peut-être de révéler des choses que nos écrivains ne pensaient pas comme si importantes. Hein. C'est à vous de jouer, d'aller découvrir Le premier qui tombera de Salomé, La petite dernière de Fatima, Le goût de la viande de Gildas et Des kilomètres à la ronde de Vinka. Dans quelques minutes, ce rendez-vous sera en replay sur YouTube. Aimez, likez selon la formule consacrée les réseaux sociaux de Lecture en tête. Et puis bravo à toute l'équipe qui a rendu possible ce Lecture en tête à Laval avec des vrais écrivains en chair et en os. Vous nous regarderez peut-être dans longtemps, mais il faut savoir que c'était extraordinaire de faire un festival, comme on dit, sous urgence sanitaire. Merci à tous. Et le festival continue quand même et vive la lecture. Merci.